Cette spiritualité, c'est la même du peuple haïtien. Haïti, pour l'Afrique, j'appelle Haïti la librairie de l'Afrique. Pourquoi je le dis? On a eu plusieurs tribus qui sont entrées en Haïti. Ce que nous appelons, tu vois, les Scots des 21 nations. Ce panafricanisme a commencé en Haïti à partir de ces 21 nations. C'était déjà l'unité des Noirs pour la liberté. Et ça s'est fait au Bois Caïman. Honneur, respect, salutations les plus profondes à vous tous et toutes qui regardez cette émission d'aujourd'hui. Je suis vraiment dans la joie, une euphorie inimaginable car j'ai la chance, l'honneur de vous présenter une femme qui m'a marquée durant toute mon enfance. Une potomitan, comme on dit chez nous, une femme qui se passe de présentation dans tout le milieu haïtien et partout dans le monde. Pourquoi faire cette émission? C'est parce que l'on regarde Haïti présentement, on a l'impression que les Haïtiens étaient que des imbéciles, tout simplement des fous et qui n'ont jamais tenu tête à l'oppresseur et que seulement dans les années 1700-1800 pour nous amener vers une indépendance. L'indépendance physique, je dis souvent, car l'esclavage mental est bel et bien réel chez nous. D'ailleurs, tous les territoires chez nous, car la France-Afrique ou le post-colonialisme reste et demeure aussi fort, aussi difficile à s'en débarrasser. Aujourd'hui, je vais vous donner cette opportunité aussi pour partager les bonnes choses, de discuter avec Madame Carole Demisme-Arti et vous allez voir que l'idée de savoir où l'on est, de connaître notre passé, de bien comprendre de ce présent-là à travers la culture, la spiritualité, voire la religion, est un passage obligé, est un passage impératif. Alors, sans plus tarder, parce qu'on aurait pu dire énormément de choses par rapport à cette invitée-là, mais je vais vous laisser le soin par vous-même de constater cette dame qui est une chanteuse, qui est une porteuse de la culture haïtienne et qui est aussi une archive. Pour moi, elle est vraiment une archive et qui prend le temps de guider, de conseiller, d'enseigner autant qu'elle peut cette culture riche à tous les niveaux. Alors, Carole, comment ça va? Comment allez-vous? Ça va, merci. Enfin, merci aussi de m'avoir invité sur le plateau de Mosè Choublac que j'admire, que j'écoute régulièrement sur les réseaux. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous, Mosè Choublac, et un plaisir aussi de partager la militance, la lutte, la culture haïtienne que je défends depuis des années. J'ai pratiquement passé tout ce qu'on appelle mon âge de folie, l'âge de folie des 20 ans. Je l'ai passé, moi, dans ma folie pour la culture haïtienne et pour le peuple haïtien. Alors voilà, merci Carole. Comme vous voyez, je vais rapidement tomber dans le tutoiement parce que Carole n'est plus qu'une mère, elle n'est plus qu'une guide, elle n'est plus le potomita de la culture haïtienne, des familles haïtiennes. Elle est pour nous tous une maman et des mamans pour nous, on les tutoie. On ne fait pas comme la bourgeoisie française qui impose un vouvoiement dans tout. Et je sais que Carole n'aura aucune difficulté à ce que je le fasse. Ça, on se tutoie. Exactement. Alors, Carole, si je restais vraiment sur ton enfance, on n'aura pas terminé parce que j'ai entendu plusieurs de tes entretiens où tu parlais un peu de Léogane. Léogane, je vais tout simplement te laisser un petit peu Léogane pour les personnes qui ne savent où c'est. Et puis, on ira tranquillement dans le parcours qui t'a amené vers la musique, la culture haïtienne et surtout la pratique de vie. Alors, je suis Carole Demisme-Arti. Arti, c'est mon nom marié et je suis pratiquement Mambo. On m'appelle Mambo Kalala. Je suis Nambo ou Nam Deka et sous-pontife d'Haïti depuis 2023, représentant en éminence le pontife d'Agbo Ounan Thomas Léouk Pondeux ou Wamenu du palais Ouxoué. Donc, on va parler premièrement de qui je suis, d'où je viens. Alors, je suis une Léoganaise. Léogane se trouve justement dans le département de l'Ouest. Je peux dire c'est la première grande ville qu'on trouve en allant vers le sud d'Haïti. Donc là, c'est là que j'ai grandi. J'ai grandi à Léogane, née d'une mère haïtienne qui est Violette Valville Demisme et de mon père Louis-Jean Mozart Demisme.
petite, j'ai connu mon père comme un artiste. Il était violoniste, mais pas dans le sens un violoniste qui joue au conservatoire, mais un violoniste qui joue son violon pour lui, pour sa famille. Alors les après-midi, j'étais toujours là à le regarder jouer des partitions de Beethoven, de Mozart et tout ça. Mais jamais un jour il m'a permis de toucher son violon. Mais je l'admirais toujours. Donc, j'ai grandi dans cette ambiance. Mon père aussi, il écrivait, il aimait écrire. Il était dans un groupe de son époque avec M. Berenaud. M. Berenaud était le grand-père de Richard Buisson, qui était un Français et qui avait épousé une Léoganaise. Et ce monsieur avait encouragé pas mal de Léoganais à participer dans un club de poésie. Et leur poésie allait très loin. Il y avait des concours en France et on envoyait des poésies pratiquement en France pour faire écouter et énumérer ces poésies et faire des prix et tout ça. Donc, mon père faisait partie de ce club. Mon père écrivait des pièces de théâtre. Je me souviens, il y a une pièce de théâtre qui était très populaire qu'il avait écrite, qui s'appelait Les 12 mois de l'année. Et j'ai eu la chance, à 13 ans, de participer. J'étais Madame la Lune. J'ai participé aux 12 mois de l'année. Donc, c'était une pièce vraiment très intéressante. Alors, dans cette pièce, il mettait toujours des mélodies. Il y avait toujours une petite composition de lui qui faisait la fin. Donc, je me souviens très bien, la fin de cette pièce de théâtre, j'avais aussi interprété avec tous les mois de l'année une chanson qu'il avait composée pour la fin de ce spectacle. Donc, c'était mon ambiance depuis petite. Je suis dans cette ambiance culturelle et en même temps, au point de vue paternel et maternel, très encadré, je veux dire. Encadré dans le sens en Haïti, quand je dis encadré, j'ai été une enfant comme une petite fille comme toutes les autres filles, mais en même temps encadrée par des parents. Ils m'ont donné la liberté, tu vois, de m'exprimer, même quand je faisais quelque chose qui n'était pas bien. Mon père m'appelait, alors mon père avait cette technique, mon père m'appelait pour me demander pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait qui est mal et que je sais déjà que j'aurai une punition. Alors là, on me permet de parler, alors que je vais avoir la punition. Donc, c'était ce genre de parents que j'ai eu qui me permettaient de m'exprimer et j'ai appris à m'exprimer depuis petite. Mais petite aussi, je me souviens que je passais beaucoup de temps dans la nature. J'allais dans des jardins, j'aimais les feuilles sèches. J'adorais regarder quand les feuilles deviennent sèches, comment il y a des couleurs, des ombres que ces feuilles peuvent procurer. Et j'utilisais des feuilles pour réaliser des cartes. Donc, petite, j'étais déjà quelqu'un qui faisait des cartes de Noël, des cartes de bonne fête et tout ça. Et je les vendais avec les gens de ma ville. Donc, en réalité, j'étais une petite entrepreneuse, toute petite, où économiquement, j'avais de l'argent en main très jeune, où j'achetais des cadeaux pour mes amis, pour mes parents. Quand je voulais, j'achetais avec mes parents, mais je leur disais exactement, voilà ce que je veux te donner en cadeau. Donc, tu l'achètes. Donc, petite, j'étais cette personne avec beaucoup de créativité. Et je peux dire petite aussi, c'est ainsi que j'avais rencontré un maître en art. C'était un artiste peintre qui était Jean-Claude Gaout, que tout le monde connaît sur le nom de Tiga. Donc, Tiga était quelqu'un qui a conseillé, qui a encouragé à mes parents qui ne voulaient pas que je prenne le pinceau parce que j'étais un petit peu passionnée. Je peux rester dans ma chambre, faire mes dessins, mes peintures et je ne mange pas. Donc, ça inquiétait mes parents. Je ne mangeais pas, je peux passer la journée. On me dit de venir manger, je viens. Mais il y a quelque chose que je suis en train tu vois, de créer et c'est plus important. Donc, je me souviens que mon père, surtout, était contre l'idée de cette passion d'art qui se développait depuis que j'étais toute petite. J'avais à peu près l'âge de 8-9 ans que j'étais passionnée déjà. Et Tiga était celui qui a pu parler à mes parents, de me laisser prendre le pinceau, que je peux m'exprimer. On peut toujours contrôler mes heures, tu vois, d'études, mais de ne pas m'arrêter sur cette branche. Et je pense que c'est grâce à lui que si je peins aujourd'hui, que je peux continuer à peindre. C'est grâce à lui qui avait encouragé mes parents de me laisser, tu vois, rentrer dans ce couloir de l'art, qui m'a permis aussi de m'exprimer, de présenter mais ce que je ressens, tu vois, même si c'est sur un canevas, je le faisais. Donc voilà, ça a commencé ainsi. Donc ça montre déjà que l'idée de
passion, je dirais aussi de focus, le focus que tu mettais dans tout ce que tu fais. D'ailleurs, on le voit aussi. On le voit à travers les vêtements, qu'on porte des vêtements assez incommensurables. Sur scène, on va mettre quelques photos, on va voir les vêtements et de Veve, tout ça. On y reviendra. Mais maintenant, là, on va essayer d'aller le plus rapidement possible parce qu'on veut rester sur le nœud de ce militantisme-là, parce que c'est une émission qui est faite vraiment pour l'histoire et pour la mémoire collective. Et donc, je sais que pas une émission qui est portée sur le nombre de vues qu'on va avoir, mais vraiment nous faire comprendre ce parcours historique, parce qu'il y a des faits qui sont là, des militants qui ont foulé ce sol, qui ont fait en sorte que nous soyons encore là et que nous pouvons et devons justement suivre leur pas pour remettre Haïti sur les rails. Donc, le vaudou, comment ça s'est incrusté dans ta vie pour t'amener jusqu'à ce militantisme dont tu fais preuve depuis des décennies en Haïti? Bon, comme tous les Haïtiens, j'ai eu une éducation pas tout à fait chrétienne parce que j'ai fait seulement quelques années dans une école en catholique, mais j'ai été plutôt dans des écoles privées. Donc, j'ai eu quand même l'éducation chrétienne comme tout le monde. J'allais à l'église comme tout le monde. J'ai eu tout ce qu'on a eu en Haïti quand on fait partie, tu vois, de la religion catholique, apostolique romaine. Et la première fois que je me suis reculée un peu, c'est quand la religion catholique apostolique non romaine est rentrée à Léogane. Donc, il y avait seulement l'église de Sainte-Rose que tout le monde allait, je peux dire que les Léoganais, ils ne dormaient pas à l'église, mais franchement, c'est toute la journée. Ça commence depuis 5 heures du matin. Il y a encore des prières vers 9 heures, 10 heures. Midi, la cloche sonne, on va encore pour faire des prières. Il y avait des neuvaines de la Vierge Marie. Et ensuite, à 5 heures, il y a des prières encore qui se font à l'église. Alors, la seule chose, c'est le lit qu'on devait apporter. Et on sonne la coche et tout le monde se réveille et dit, on est prêt, mon père. Donc, c'était ainsi dans la province là où je sortais. Donc, comme tout le monde, j'ai eu cette éducation. Mais ça s'est déclenché ici. Quand le père Thévenot, qui était le prêtre de l'église en catholique apostolique non romaine, a invité tous les jeunes léoganais et il m'a invité. Donc, j'ai été demandé à mon père que je voulais aller citer, tu vois. Et mon père me disait, mais non, tu ne peux pas. Je dis, mais pourquoi je ne peux pas? C'est parce que tu es catholique. Il dit, oui, mais ils sont aussi catholiques. Ils sont en train de prier Dieu. Il dit, non, tu es catholique apostolique romaine. Eux, ils sont non romaines. Donc, c'est interdit pour toi d'aller, tu vois, dans cette église. Et comme cette église était venue avec un projet social, un projet d'hôpital, un projet de santé, projet d'école. Donc, il y avait tellement de projets qu'ils ont vraiment établi. C'est pas seulement le parler de dire qu'ils allaient le faire, mais tout était déjà prêt. Donc, la communauté léoganaise s'est impliquée avec tendresse dans tout ça parce qu'il n'y avait pas d'hôpital à Léogane. Donc, on avait vraiment un hôpital assez grand qui s'appelle l'hôpital Sainte-Croix. Et tout le monde y allait. Il y avait des médecins qui venaient pour des opérations. Donc, sans vraiment impliquer personne à se convertir, de catholique à leur religion. Mais il y avait tellement de choses que eux, ils offraient dans la ville de Léogane que tous les Léoganais vraiment rentraient. Donc, c'est à partir de là, je me souviens, lorsque j'avais à peu près 12-13 ans et j'ai eu un retrait. Et j'ai dit à mon père, tu sais, papa, il y a un seul Dieu. Donc, s'ils sont en train de prier Dieu et que l'église catholique prie Dieu, je ne comprends pas pourquoi l'église catholique nous empêche d'aller là. Et c'est à partir de là que je fais, tu vois, ma déconnexion. Donc, c'est resté comme ça. Et je suis partie pour les États-Unis, pour continuer mes études aux États-Unis. Donc, je suis rentrée à Boston. J'ai passé presque 9 ans et demi à Boston. Je retourne en Haïti comme une artiste, comme une star. Tout le monde reçoit l'artiste, etc. Et je rencontre, comme par hasard, Ticone m'invite à aller au Péristyle de Mariani. Je vais rencontrer Max Beauvoir pour la première fois. Et en parlant, on réalise qu'il y avait déjà des liens parce qu'il y a un cousin de Max qui était militaire, qui s'était marié à une cousine de ma maman. Et c'est de là qu'on commence à se reconnaître au point de vue familial et on est resté connectés. De là, je disais à Max, depuis à l'âge de 20 ans, je faisais des rêves, des songes extraordinaires et qui avaient l'air spirituel mais que je ne comprenais pas. Donc, je me recherchais à partir de tout ce que je voyais en songe. Et la seule chose qu'il me répondait, mais tu es une grande dame, ma chère.
Je rencontrais aussi d'autres spirituels d'Haïti qui me disaient la même chose. Et me disent, mais c'est pas possible. Tout le monde que je présente mon inquiétude parce que je ne dors pas bien, tout le monde me dit, je suis une grande dame. Et finalement, un jour, je lui ai demandé, mais tu dis toujours que je suis une grande dame. À chaque fois que je te dis la façon que je fais des songes qui me dérangent, et tu dis que je suis une grande dame, mais explique-moi finalement. Il m'a dit, un jour, je t'expliquerai. Mais ce ne sera pas mes explications qui vont te mettre à l'aise, mais plutôt tu vas comprendre tes rêves toi-même. Là encore, je suis beaucoup plus confuse. Et ça reste là. Quand j'avais exactement 22 ans, il y avait un dernier rêve et quand je lui ai donné ce rêve, il m'a dit, tu dois aller vers l'initiation, c'est tes ancêtres qui t'appellent. Tes ancêtres font appel à toi parce que tu es de plusieurs générations et c'est ce que tes rêves sont en train de te dire, mais tu ne comprends pas et tu arriveras à les comprendre un jour. Et je les ai compris à partir de mon initiation. Chaque étape de mon initiation, je voyais exactement tel rêve, voilà, la signification était là. Et un autre, la signification était là. Et je dois dire que comme plusieurs d'entre nous, nous avions eu des grands-parents qui pratiquaient leur religion, qui pratiquaient leur croyance ancestrale en arrivant comme esclaves en Haïti. Et chez moi aussi, dans mes parents, on avait ce qu'on appelait les mondains. Donc, je suis descendant de mondains. Donc, les mondains sont un petit peu dispersés. On ne les retrouve pas facile parce que tout au long, j'expliquerai pourquoi. Parce que les mondains, après notre indépendance, on avait assassiné plusieurs d'entre eux. Donc, très peu de mondains qu'on trouve en Haïti, on les retrouve dans d'autres rythmes. Par exemple, on les retrouve sur les rythmes Nago. Bon, est-ce qu'il y a des raisons? Ça, je ne peux pas répondre, mais on les retrouve toujours dans les Lakou Nago. Donc, du côté familial, ma grand-grand-mère était fille d'une esclave mandingue qui était de Petit Gouave. Elle n'était pas léoganaise, elle était de Petit Gouave et elle a rencontré un léoganais avec qui elle a eu des enfants et qui sont rentrés vivre à Léogane. Et c'est à partir de là, ma grand-mère est devenue léoganaise. Donc, je suis descendant de cette grand-mère étant léoganaise. Donc, c'est ce qui explique, tu vois, mes liens spirituels africains. Ça a commencé ainsi. Donc, ça a commencé à partir de mon initiation et j'avais choisi vraiment quelqu'un qui pouvait m'aider, quelqu'un qui pouvait m'expliquer ce que j'étais comme personne, ce que j'étais comme haïtienne. Mon rôle, c'était quoi ma mission comme une spirituelle? C'était vraiment Max Beauvoir. Donc, et sa femme aussi, je peux dire. Parce que je dois dire, Max a fait cette partie spirituelle pour moi et sa femme Elisabeth m'a permis de mieux comprendre la vie égyptienne parce qu'elle était passionnée. Donc, Carole, c'est ça justement. On a cette peur culturelle. On nous a inculqué l'idée que dès qu'on parle vaudou, on devrait s'enfuir, on devrait courir parce que là, c'est vraiment que de la sorcellerie. Et là, tu dis que ton initiation t'a permis de mieux comprendre qui tu es de cette terre, à appréhender, à comprendre un peu ton environnement, le pourquoi tu es là sur cette terre en tant qu'haïtienne et le travail que tu devais faire. Et tu le fais toujours pour le travail d'éducation, de formation par rapport à la culture haïtienne. Donc, de cela, comment peux-tu expliquer à quelqu'un qui nous entend et qui entend parler plus sérieusement du vaudou ce que cette spiritualité a amené au peuple haïtien et pourquoi qu'il est important de retourner aux sources? Parce que cette spiritualité, c'est l'âme même du peuple haïtien. Haïti, pour l'Afrique, j'appelle Haïti la librairie de l'Afrique. Pourquoi je le dis? On a eu plusieurs tribus qui sont entrées en Haïti. Ce que nous appelons, tu vois, les Scots des 21 nations. La panafricanisme a commencé en Haïti à partir de ces 21 nations. C'était déjà l'unité des Noirs pour la liberté. Et ça s'est fait au Bois Caïman. Donc, quand on prend le vaudou, que nous appelons le vaudou, qui est V-O-D-O-U, parce qu'avant, il y a des gens qui le marquaient vaudou pour jouer avec l'idée des veaux. Voilà. Donc, nous sommes en train d'adorer des veaux. Donc, il y avait tout ça là-dedans. Et ça a pris du temps aux aînés, à ceux qui ont commencé à militer pour le vaudou. Parce que le vaudou, quand on a eu le concordat en Haïti, le concordat disait quoi? Que le vaudou est une pratique superstitieuse à détruire. Donc, ça veut dire, on a le droit d'assassiner n'importe qui et dire, ah, elle est
était en train de pratiquer le vaudou. Ça va, il n'y a pas de justice parce que c'est déjà dans presque notre constitution que c'est une pratique superstitieuse à détruire. Donc, à partir de là, on a commencé depuis, disons, l'ESCO, le président Lesco, où il y a eu pas mal d'interférences comme ça dans la masse, où on a assassiné plusieurs prêtres vaudous, plusieurs chefs de société, et eux, ils étaient ceux qui connaissaient en réalité les anciennes traditions. Parce que quand on dit tradition, il y a à l'intérieur de ce mot ce que nous appelons les dantis. Les dantis, c'est les vieux sages, les vieux qui sont là pour préparer, pour faire la formation des autres dans cette spiritualité. Et ils attaquaient les vieux sages. Quand un vieux sage ne savait pas qu'on allait l'assassiner, il n'était pas prêt à dire dans quelques heures ou quelques secondes à former quelqu'un d'autre. Donc, on le tue avec toute cette connaissance. Et après la mort de notre empereur Jean-Jacques Dessalines, il y a eu beaucoup d'assassinations de ce genre. C'était d'assassiner tous ceux qui avaient ce pouvoir de cette croyance spirituelle, ce pouvoir spirituel de les détruire pour que ça ne se passe pas à d'autres générations. Et c'est ainsi que Haïti a perdu beaucoup dans sa culture, dans son panthéon national. Haïti a perdu beaucoup des gens qui avaient le pouvoir, qui avaient la connaissance même de cette spiritualité. Donc, quand ce concordat a commencé et qu'on a fait sur l'ESCO, il y a eu le président avant l'ESCO, la fin de ce président, ça a commencé dans les campagnes, mais c'était pas quelque chose ouvert. Et sur l'ESCO, ça s'est bien prononcé, où on a tué vraiment plusieurs chefs de société. Donc, il y avait trois femmes prêtresses, trois mambos, qui se sont dit, mais si on est en train de faire ça, on va tuer complètement nos ancêtres, on va tuer complètement la vie de ceux qui se sont donnés pour la liberté. Donc, comme on a reculé des gens qui ne savaient pas lire, qui ne pouvaient pas écrire, on les a envoyés à la campagne et on les appelait les gens dans dehors. On le dit en créole, mouna dehors. Ça veut dire la campagne éloignée, voilà. À la montagne, vous êtes au dehors de la ville. Donc, vous allez faire des choses au dehors de la ville. Et ces femmes se sont dit, nous allons à la campagne. Nous allons initier les enfants de la campagne. Donc là, on aura la chance, dans plusieurs générations, ces enfants arriveront à descendre en ville. Ces enfants iront aussi à l'école. Et ces enfants pourront un jour faire une autre société, la société qu'avait rêvé notre empereur Jean-Jacques Dessalines. Ça a commencé ainsi. Et c'est à partir de là qu'on avait créé le rite Assongwe, qui est la son qui existait depuis les Taïnos. Nous ne sommes pas sortis en Afrique avec ce genre de symbole. C'est un fruit et il y a une corne. On le trouve au Pérou, mais pas en Afrique. En Afrique, il y a d'autres formes qui sont semblables, mais qui ont une autre forme. On appelle ça une calebasse. Une calebasse, exactement. Donc, nous, nos ancêtres ont pu faire un mélange de toute cette culture pour créer le rythme Assongwe. Parce qu'on a les rites Congo, les rites Nango, les rites Petro, qui a été créé aussi en Haïti, le Petro. Il y a les rites de Rada, tous ces rites. Et aussi, il y avait les Mandingues aussi qui ont disparu parce qu'on avait tellement assassiné beaucoup de Mandingues parce qu'ils avaient le pouvoir de déplacement. Donc, c'est pas quelque chose trop compréhensible. Tu me dis, OK, tu vas où? Tu vas dans le nord? Et bien, on se rencontrera. Et quand tu arrives, toi, tu as passé une semaine de route et le Mandingue est déjà là-bas. Ils avaient le pouvoir de déplacement comme ça que on leur attribuait aussi les mêmes connaissances et capacités. Justement. Donc, ça aussi, il y a des gens qui avaient peur d'eux et c'est ainsi on les assassinait en grand nombre. Tout ça rentre, tu vois, dans ce genre de perte pour Haïti. C'est la perte de nos connaissances, la perte de cette connaissance spirituelle qui était très forte à l'époque. Mais quand même, grâce à ces trois femmes, on a pu conserver une partie de cette culture qui nous permet d'avoir les rites qu'on a en attendant en Haïti et qu'on essaie de faire beaucoup plus de recherches. C'est pourquoi on voyage beaucoup, on va vers d'autres pays pour retrouver les petites racines qu'on a là-bas et les accorder avec ceux qu'on a en Haïti. Donc, c'est pourquoi je dis Haïti est la librairie, parce que nous n'avions pas été apprendre le vaudou en Afrique, mais le vaudou qu'on a eu en Haïti était de nos ancêtres.
C'est ce qu'ils nous ont laissé. C'est pourquoi, même quand je trouve des mots en Afrique, dans la langue fon, fombé ou d'autres langues, je dis en Afrique, on le dit ainsi, et en Haïti, en créole, on le dit ainsi. C'est pour toujours garder le principe de ce que j'appelle la reconnaissance de ces gens qui ont souffert tellement, qui ont accepté la mort pour préserver cette culture. Donc, c'est par respect pour eux, je le fais ainsi avec respect, où je respecte ce qu'ils ont laissé, tout en faisant la modernisation qu'on essaie de faire. On essaie de replanter cette culture dans un autre monde, dans un autre temps. Donc, il y a toute une démarche pour le faire, parce que la tradition, on doit pouvoir la garder et moderniser tout ce qu'on veut, mais tout en réservant la tradition. Le noyau doit rester Le noyau. Alors, Carole, après 86, parce que là, comme on dit, si on allait vraiment au petit pas, on n'allait jamais finir parce que ce parcours est très riche. Il y a énormément de choses à retenir historiquement. Mais on va aller rapidement. 86, beaucoup de gens replacent le militantisme, en fait, ce que nous connaissons actuellement. Peux-tu nous dire, parce que je sais que tu as été vraiment une des personnes qui ont milité ouvertement et jusqu'à maintenant qui continue cette lutte du maintien de la culture haïtienne et je dirais carrément l'idée de l'unité parce que tu as toujours mis l'accent sur l'unité, quelle que soit la croyance, quelle que soit la manière, les pratiques, quel que soit l'horizon de la personne, tu as toujours mis l'accent sur l'unité nationale, sur l'unité du peuple haïtien. Je mets aussi ce point-là parce que à chaque fois qu'il y a un problème en Haïti, on voit que ce débordement se fait de façon presque naturelle chez les chrétiens qui vont attaquer leurs propres frères et sœurs. Alors, pour la génération, pour l'histoire, peux-tu nous rappeler le parcours et les personnes qui ont marqué après 86 ou durant même ou pendant cette dictature-là, le militantisme haïtien? Ça a commencé à Mariani. Avant 86, 84, 86, il y avait l'arrivée de l'opposition timidement en Haïti parce que c'était quelque chose, c'est fait, c'est signé, les papiers sont déjà prêts que le président d'Haïti devait quitter. Donc, il y avait l'opposition qui commençait à rentrer en Haïti. Et l'opposition, c'est plusieurs de nos frères et sœurs qui sont partis sur l'époque de Père François Duvalier. Enfin, c'était l'idée des parents d'essayer de sauver leurs enfants parce qu'il y avait l'insécurité aussi, mais une insécurité qui se trouvait surtout comme jeunes. On était marxistes ou bien on était communistes, etc. Donc, les parents faisaient partir leurs fils dans ce sens pour aller vers des études ou rentrer en France, à la Sorbonne, n'importe où, pour les envoyer, pour éviter, tu vois, des problèmes. Parce que quand Duvalier prenait quelqu'un, c'est toute la famille. Donc, pour éviter tout ça, il y a plusieurs parents qui faisaient ça. Et ces enfants étaient des enfants qui sont partis pour des pays de l'Europe, un petit peu de partout, et qui n'avaient pas vraiment une adaptation avec le peuple, une adaptation populaire. Donc, à leur retour, le premier pas, c'était de retrouver les Lacous, de retrouver les vaudouisants pour prendre contact avec les vaudouisants. Mais avant même l'arrivée de l'opposition en Haïti, on avait cette peur qu'il allait avoir encore ce qu'on appelle le rejeté. Rejeté, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, c'est vraiment assassiner des gens sur un prétexte, soit prétexte religieux ou soit prétexte politique. Donc, 86, le prétexte était le prétexte des tontons macoutes et en même temps des vaudouisants. Parce que il y avait une grande majorité de vaudouisants qui étaient des chefs de société aussi, qui participaient dans le groupe des ministres, ce qu'on appelait les miliciens de François Duvalier. Et pour une raison ou une autre, il y a des gens qui ont fait un bouquet de ces deux pour faire ce qu'on appelle le rejeté, qui est l'assassination. On a assassiné plusieurs citoyens haïtiens. Et on avait tellement peur de ça, donc il y avait des organisations qui commençaient à s'émerger à l'époque. Donc au Pénicile de Mariani, l'association Bordée Nationale était l'association sur la fin du Jean-Claudisme qui a été fondée par Max Beauvoir et plusieurs Oungans de Carrefour. Donc, nous étions les plus jeunes, tu vois, de notre génération qui étaient avec eux. Et c'est ainsi
qu'on commençait à prendre conscience qu'il y a quelque chose de très mal qui va arriver. Et voilà, le gouvernement de Jean-Claude Duvalier est parti et tout de suite après son départ, ce genre de OGT a pris pied sur toutes les 10 départements du pays. Donc, dans les campagnes, on tuait des vaudouisants, on brûlait des enfants, on tuait des enfants, on assassinait, tu vois, des vieillards, des gens qui ne pouvaient pas se déplacer dans une maison, ils mettaient le feu. Et cette pratique est restée comme, j'aurais dit, une empreinte. C'est toujours là, puisque à chaque opportunité, ils sont en train de faire cette même chose. Donc, 86 était ce moment difficile où il y a des gens qui venaient au péristyle de Moriani parce que c'était le seul endroit où ils pouvaient se réfugier. Ils venaient se réfugier au péristyle et Max Beauvoir faisait appel à tous ses enfants pour venir enfin donner support. Et on passait des nuits, des jours et des nuits dans ce péristyle en train de surveiller des gens qu'on envoyait, mais pas des gens de Moriani. Parce que la façon que ça se faisait, c'était bien organisé. C'est des gens qui sortaient dans d'autres communautés qui attaquaient des communautés dont on ne les connaît pas, ils ne nous connaissent pas. Donc, ils faisaient des attaques. Et j'ai été moi personnellement au pénitencier pour voir s'il y a des militaires à qui on pouvait parler au grand quartier général, où j'ai rencontré des militaires que je connaissais et qui me disaient, Carole, ça nous dépasse. Je dis, mais vous êtes militaire, c'est un problème. Il y a un problème dans le pays. Vous me disiez que ça vous dépasse. Alors, ça concerne qui alors? Il me dit, ça nous dépasse. Donc, vaut mieux en partir, quitter le pays. Il me dit, mais jamais je ne peux pas quitter mon pays, je suis chez moi. Vous me demandez de quitter mon pays. Et ils essaient de leur mieux de me dire de m'enlever de tout ça. Alors, ça vraiment, c'était difficile pour moi d'accepter parce que j'étais déjà sur un rythme de militance. Et c'est ainsi qu'il y avait beaucoup d'autres gens de ma génération, comme Abuja, par exemple. Il y avait Ronald de Ronancourt, sur le nom Abuja. Il y avait Jean Francillon, il y avait Hérol Josué, il y avait Caroline Viergelin, parce que tout ça faisait jeune génération du bordel national. Et à partir de là, il y avait un tas de jeunes qui venaient nous retrouver dans la lutte et on avait décidé de faire une marche qui a réussi, mais la réussite de cette marche, il y avait une partie négative. Pendant qu'on faisait cette marche, il y a des gens maintenant qui cassaient des business, des stores et qui les cassaient, mais ça sortait sur nous parce que nous sommes dans une partie de la ville alors que ça se faisait de l'autre partie de la ville, mais comme on faisait cette manifestation, on était les responsables de ces pertes et c'est ainsi on nous avait tous arrêtés. Donc oui, la police est venue avec des camions et des camions, on nous a tous mis dans les camions. Mais quand on devait m'arrêter, il y a un policier qui dit, toi tu n'es pas là-dedans. Je dis non, je suis là-dedans puisque j'étais dans la foule. Il faut me prendre avec la foule. Donc moi j'ai grimpé et j'ai été dans la camionnette et je me suis assise dans la camionnette et nous sommes allés au grand pénitencier. On nous a gardés pendant des heures. Et il y avait un couvre-feu à l'époque. Donc le couvre-feu, c'est là, ça existe. Donc à partir de 8 heures, c'est là que c'était M. Nanfi, le colonel Nanfi, je crois, qui était en charge, qui était président, je crois. Et les coups d'État. Les coups d'État me font perdre quand est-ce que c'est président, quand est-ce Exactement, il y en a eu tellement. Donc c'était lui. Donc à 9 heures, il était 9 heures du soir quand finalement il a appelé, il a demandé à Max Beauvoir et moi de monter. Donc on nous a accompagnés et en arrivant, il était assis sur son bureau et puis il a regardé Max et moi, il a dit Max, comment faire une chose pareille? Pourquoi vous aviez fait ça? Il dit mais général Nanfi, nous avions été à la police, nous avons demandé d'aide. Si les militaires ne peuvent pas aider ce pays dans ce problème, on est forcé de se faire entendre. Finalement, vous nous aviez entendu et il avait un journal, il nous a présenté le journal et dit alors, voilà ce que ça dit. Vous pouvez lire. Alors moi, je suis resté bien timide, je ne regarde pas le journal. Max, lui, regardait, Max a pris le journal pour regarder et puis moi, j'ai eu l'audace de lui dire, moi, je suis illettré, je ne sais pas lire. Donc, comme illettré, je ne sais pas si vous aviez mis sur les journaux qu'on n'avait pas le droit de faire une manifestation. Et il m'a regardé, il m'a dit, félicitations, félicitations. Donc, tu ne peux pas lire. Il dit, oui, je ne peux pas lire. Parce que mon peuple ne sait pas lire, mon peuple est illettré, je suis illettré. Et ça s'est arrêté là, il nous a expliqué, il nous a montré des preuves de tous les dégâts qu'on a fait au cours de la journée. Donc, ces dégâts, il a deux choses à faire. De nous dire, comme vaudouisants, que nous sommes les responsables. Ou bien, de dire que nous allons rester en
prison, d'attendre un juge qui va faire le jugement et dire exactement la sanction qu'on va prendre contre nous. Et il devait prendre une décision et il avait pris la décision de nous arrêter. Donc, c'est ainsi que ça s'était passé. Et là, on était dans tous les endroits, on allait pour protéger les vaudouisants. Donc, c'était une lutte comme ça, très dangereuse. Moi, on a failli me tuer en 2 fois. Une fois sur la route sud, la deuxième fois, c'était à Jérémie, dans Fambadra. Là, on appelle Fambadra, tu sais que c'est très étroit. Donc, il y avait un piège pareil, mais il y a eu tous les Ougans, tu vois, de Carrefour, de Gonaïve, tous ces gens-là sont venus me supporter et c'est ainsi qu'on m'a fait sortir de la ville de Jérémie avant l'heure. Mais c'est parce qu'on avait été aidés des Jérémiens qui se trouvaient dans une grotte. On les a fait sortir et on a créé un festival pour faire tout ça. On a été voir le clergé à l'époque pour leur demander est-ce que c'est ça leur mission comme prêtre? Est-ce que leur mission était de détruire le peuple haïtien? Ils ont remplacé des Bretons, des Canadiens, des Français qui jouaient leur rôle. Et maintenant que François Duvalier les avait mis dans ce poste, est-ce que leur mission c'était de continuer à détruire des Haïtiens? Et c'est ainsi ils ont collaboré d'une certaine façon pour le festival. Et ce festival, on a pu sauver un tas de vaudouisants qui vivaient dans des trous, dans des grottes, et on a pu les remettre, tu vois, dans leur maison. Mais il y a beaucoup de vaudouisants qu'on avait tués dans la mer. On les a mis des blocs dans les pieds et on les a jetés au fond de la mer. Donc, c'était des choses de ce genre qui se faisaient. Donc, 86, c'est vraiment une époque très difficile pour plusieurs jeunes vaudouisants. Il y avait aussi Sambaël comme vaudouisant qui venait aussi au péristyle et tant d'autres, s'il fallait les citer, ils sont nombreux. Donc, c'était l'époque et c'est ça. Donc, Haïti a toujours été dans une lutte perpétuelle. Haïti n'a jamais eu ce que j'appelle un pays qui est calme, un pays qui a l'amour. Tu vois, ce peuple est rempli d'amour, mais c'est un peuple toujours bouleversé par d'autres qui interfèrent dans sa politique, qui interfèrent dans sa vie et qui empêchent une vie normale pour eux. Donc, c'est tout ça. 86, c'était un moment très, très, très difficile. Maintenant, Carole, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que les vaudouisants ou tous vaudouisants devraient retenir pour changer la donne, ce qui se passe actuellement en Haïti? Moi, j'aime bien rappeler aux gens que ce n'est pas que les vaudouisants qui sont haïtiens, qui détiennent cette nationalité et ce lien ombilical avec cette terre. Donc, il faut de tout. Il faut tous les Haïtiens, quelle que soit leur religion, leur croyance, pour remettre Haïti sur pied. Alors, quelles devraient être maintenant les perspectives de changement? Les perspectives sont simples. On avait commencé ainsi avec cette perspective qui a été détruite après la mort de l'empereur. Une société haïtienne ne peut pas être faite avec des étrangers, mais avec des Haïtiens, avec l'âme haïtienne. Une société haïtienne ne peut pas dépendre d'autres pays qui décident pour Haïti, mais des Haïtiens qui se mettent ensemble, qui décident ensemble le futur de ce pays, le futur de leurs petits-fils, le futur et l'avenir d'Haïti. Donc, pour les vaudouisants aujourd'hui, on est en train de travailler à réaliser, à réunir toutes les organisations vaudouesques, tous les vaudouisants d'Haïti et d'ailleurs, d'outre-mer, et de regarder ensemble comment aller vers une autre direction avec cette société haïtienne que tout le monde espère. Donc, quand on dit des vaudouisants, les vaudouisants, c'est eux qui ont pratiquement gardé, qui ont pris la tâche. Tout ce qu'il y avait de mauvais, c'est toujours les vaudouisants. Et maintenant, le pays ne fonctionne pas. C'est toujours les vaudouisants qu'on aimerait qui remettent le pays en place. Donc, le mal était fini des deux côtés. Donc, finalement, comme des jeunes vaudouisants qui ont voyagé, nous avions tous voyagé, nous avions vu l'extérieur, nous avons vu comment que ceux qui rentrent chez nous, qui nous apprend à prier matin, midi, soir, chez eux, ils ne le font pas. Donc, il y a une prise de conscience aussi. Il y a une prise de conscience et en même temps, il y a une prise de confiance qu'on doit se faire l'un l'autre pour arriver à cette démarche. Cette démarche d'unité ne peut pas se faire parce que je suis vaudouisant, parce que je suis citoyen, premièrement. Parce que quand un catholique, tous les fils qui ont dirigé ce pays jusqu'à présent, ce sont tous des catholiques. Ce sont les fils qu'a formé, tu vois, les frères de l'instruction chrétienne, que c'est du côté de, disons, en Saint-Louis-Gonzague et les autres écoles. Tu vois, ce sont ces petits-fils-là qui ont gouverné le pays.
Donc, ils sont quand même des chrétiens. J'ai jamais entendu dire, ah, les chrétiens sont en train de gouverner. Ils disent un haïtien. Exactement. On dit un président haïtien, on ne dit pas un président chrétien. Donc, le vaudouisant aujourd'hui s'organise ni au point de vue politique, ni au point de vue en santé, au point de vue en éducatif, au point de vue en comme si agronomie et tout ça, parce que ça, c'est les traces qu'avait tracé notre empereur pour une société haïtienne. Donc, cette société devait s'adapter avec toutes ses branches dans tous les départements. À l'époque, c'était 5, on est devenu 9 départements. Ensuite, maintenant, on est devenu je ne sais pas combien. Parce que de 10, il paraît que c'est 12, il paraît que c'est 11, on ne sait pas. On est en train, tu vois, de fleurir, tu vois, des départements. Mais en attendant qu'on fleurisse 30 départements ou 50 départements, il y a une chose qui est importante, on doit arriver quand même à l'unité nationale de ce pays. Premièrement, qui nous permettra de se respecter l'un l'autre, former une autre forme d'éducation pour Haïti où chaque Haïtien reçoit une éducation valable, une éducation qui l'apprend premièrement à respecter ses ancêtres, parce que j'ai entendu des historiens, des gens sérieux parler de nos fondateurs comme des gens qui n'ont rien fait. Je me suis dit, écoute, ils ont laissé au moins quelque chose. Mais nous allions quitter quoi? Exactement. Nous allions quitter quoi pour l'autre génération? Donc, c'est là que plus que jamais, il y a cette prise de confiance qu'on doit pouvoir se faire l'un l'autre pour arriver à cette unité nationale, pour réaliser le futur d'Haïti, réaliser une autre constitution où tout le monde respecte cette constitution, parce que je dis quand on prépare une constitution, on passe des années avec des intellectuels pour préparer une constitution et qu'on le dépose dans un tiroir, c'est même pas la peine. Donc il faut vraiment venir avec une constitution que tout le monde respecte, qu'on part à partir de là et reformer nos enfants, prendre conscience de cette mentalité qu'on devrait travailler un peu, parce que éduquer des enfants c'est un, mais on a aussi à s'éduquer soi-même, à faire l'effort soi-même de devenir quelqu'un d'autre. Parce que ce qui a été réalisé dans notre cerveau, nous avons un cerveau vraiment enchaîné. Donc enlever ces chaînes, ça va prendre du temps, mais on peut faire l'effort de se déchaîner le cerveau pour arriver à cet Haïti que tout le monde est en train de rêver. Il y aurait tellement de choses à se dire parce que on va y revenir à un moment donné parce qu'il faut qu'on parle réellement de ces liens d'hommes et de femmes dans cette pratique du vaudou, de ce lien de partenariat, de complémentarité dans la lutte des nègres et des négresses qui nous a amené une empire haïtienne qui va plus tard devenir une république. Une république. Il y a tellement, et je sais, comme tu dis, tu es la bibliothèque pour nous, qui fait toujours le pont et on en a besoin de ça parce que plus que jamais on a besoin de gens qui aiment le peuple haïtien, plus que tout. Et non seulement Haïti, parce qu'on a plein de gens qui aiment Haïti parce qu'Haïti leur permet d'avoir un certain... Je pense que c'est une gloire de dire qu'on est haïtien, on a fait le premier peuple indépendant, mais c'est pas nous, hein, c'est nos ancêtres qui l'ont fait. Exactement. On ne peut pas prendre crédit, on ne peut pas se créditer de l'histoire de ces gens. Exactement. Parce que quand on regarde nos ancêtres, ils sont morts. Je pense qu'un seul a survécu et c'est parce qu'il était sorti avec l'armée américaine. Parmi tous ceux qui ont créé cette indépendance, il n'y a eu qu'un seul qui n'a pas été assassiné. Ils sont tous morts assassinés. Donc, ça nous montre qu'ils étaient très jeunes. Je ne pense pas qu'il y avait d'entre eux qui ont connu 50 ans. Hein. Non. C'est dans leur trentaine qu'ils ont fait tout ça. Donc, tout ça, c'est à respecter que nous, dans notre trentaine, on a passé les 30 ans, tu vois, des Duvalier. Et les 30 ans, quand on regarde aujourd'hui un enfant qui est né de cette époque, aujourd'hui est un monsieur avec des enfants. Et puis, Haïti n'a pas fait un pas. Haïti est resté dans son coin, enfermé avec tous ses enfants, tous ses intellectuels, tous ces enfants qui ont pu aider d'autres pays, d'autres peuples. Et Haïti est toujours là, regardant ses enfants. Et elle est là, elle attend. Parce que je dis toujours elle pour Haïti, parce qu'on n'a jamais dit Haïti papa chéri, mais nous avions toujours dit Haïti maman chérie. Il nous montre que cette terre est maternelle. C'est sur une matrice
elle a été créée. Donc, cette terre nous a donné des possibilités comme femmes d'être vraiment ce qu'on était, les femmes guerrières d'Haïti. On était ces femmes. On a survécu. Quelques d'entre nous ont gardé cette âme à partir de nos groupes sanguins. On continue à militer. Parce que je dis autant que moi que je suis vivant, je continue à militer. Je continue à croire en Haïti. Je continue à définitivement penser que avant de mourir, que je vais voir ce changement. Parce qu'en rêvant, ça me permet de continuer à vivre. Si je n'ai pas un rêve, la vie, c'est fini. Donc, je dois continuer à rêver que Haïti deviendra l'endroit où tout le monde voudra comprendre et connaître. Que les ancêtres fassent en sorte que ta prière et ta demande soient exaucées. Comme je disais, je parle de l'amour parce que et c'est ce qui est arrivé dans beaucoup de pays qu'on voit. Beaucoup de gens aiment leur pays parce que ça donne des avantages. Il y a un peu de l'injustice, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils n'aiment pas nécessairement le peuple qui y habite. Et il faut qu'on arrive à construire cet amour mutuel pour pouvoir gérer et sortir Haïti de cet esclavage parce qu'on n'a pas de souveraineté. Tu le sais, Carole, on ne peut pas décider actuellement. C'est en jeu notre souveraineté. Alors voilà, il y a énormément à dire. Je vais juste te laisser, Carole, nous sortir tes rêves, tes appréhensions, bien que tu viennes de le faire, les mots pour clore cet entretien-là, je te le laisse. Mon grand rêve, c'est de voir Haïti en paix. C'est de voir des enfants jouer comme des enfants. Parce qu'on ne peut pas redevenir enfant. On continue à grandir et on devient des gens, des citoyens. C'est de voir de meilleurs citoyens de mon pays. C'est de voir Haïti jouir de tout ce qui est possible, de jouir de toutes ses capacités, de jouir de tout ce qu'elle possède en réalité, de voir des jeunes citoyens avec un futur dans leur génération et de pouvoir regarder cette génération former une autre génération encore plus vivante pour une Haïti forte, une Haïti qu'on ne pourra plus retoucher comme on l'a touché dans ma génération. C'est mon rêve. Mon rêve, c'est de voir le centre où mes ancêtres ont réalisé de ce panafricanisme qu'on appelle le Bois Caïman, c'est de voir de ce lieu un centre culturel mondial où le monde entier pourra se retrouver, nous rejoindre, reconnaître la vibration de ces Africains qui sont rentrés comme esclaves et qui ont créé l'amour et la liberté, non seulement pour la terre de Boyo-Quisqueya qu'ils ont appelée Haïti, terre sacrée de nos ancêtres, mais aussi qui ont quitté cette terre, qui ont accepté de mourir sous d'autres terres pour promouvoir la liberté. Donc j'espère que tout ce qui revient à Haïti un jour, ces pays que nous avions aidés à comprendre, à goûter la saveur de la liberté, que tous ces pays se rejoignent à nous, les Haïtiens, qui essaient de se retrouver, de remettre Haïti sur sa chaise royale, que tous ces pays nous rencontrent dans cette démarche pour une Haïti nouvelle, une Haïti qui sera là pour tous les Haïtiens. Merci. Merci, Carole. Comme vous l'avez vu, oui, c'est une femme potomitan, elle a tout dit. Et j'espère qu'on va la revoir une prochaine fois, comme j'ai dit. On se dit toujours, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir qui tu es, où tu vas. Donc, on est vraiment dans cette démarche de reconnaissance de soi et de cette reconnaissance collective pour pouvoir justement s'aligner vers ces êtres-là qui seront entiers dans ce que les ancêtres africains ont voulu pour nous. Alors, merci d'avoir été là. Merci de continuer à supporter la chaîne. Merci de distribuer. Et ça, comme j'ai dit, cette émission-là, pour la mémoire et l'histoire, il faudrait vraiment faire ta part, c'est-à-dire de la distribuer. Et j'attends vraiment, nous attendons vos commentaires, comme vous le faites assez bien. Merci encore. À la prochaine, à notre prochaine émission hebdomadaire. Et sur ce, je vous dis, Kevin Jam Balaguer, en pile l'amour. Bisous et à la prochaine. Merci.